Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co consacrée à l'actualité des plateformes de streaming et aux sorties séries sur ces plateformes. Et il y a une sortie qui va peut-être éclipser toutes les autres séries pendant un petit moment, en tout cas ça peut être la série de l'année qui sort déjà, c'est Le Problème à trois corps, série sur Netflix, une série de science-fiction hyper ambitieuse, portée par les créateurs de Game of Thrones qui sont de retour, hein, c'est leur première série depuis l'événement Game of Thrones. Alors est-ce que c'est la relève tant attendue de la série HBO ? Eh ben, on va vous présenter cette série événement avec mes deux invités du jour, deux spécialistes de la science-fiction. Il fallait bien ça. Tout d'abord Lloyd Cherry. Salut Lloyd. Salut, merci pour l'invitation. Ravi de te voir Lloyd, beaucoup de casquettes. On va essayer de résumer ça rapidement. Rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant. C'est ça. Métal Hurlant, magazine consacré à la BD, à la science-fiction, magazine imaginé par Moebius, Edruillet et Jean-Pierre Dionnet. Et on va fêter nos 50 ans cette année. Un très bel héritage donc sur tes épaules solides. Auteur aussi d'un MOOC, référence sur Dune. Dune, c'est d'actualité aussi. Le deuxième film est au cinéma. Et donc c'est un ça. MOOC pour tout savoir sur Dune. Ça s'appelle Tout sur Dune. Et donc c'est un beau livre de 300 pages qui analyse tout ce qui s'est passé autour de Dune et évidemment le roman de Frank Herbert. Et effectivement, et puis pour terminer, hôte du podcast, c'est plus que de la SF, hein, pour les passionnés de SF, tu analyses les grandes œuvres, les grandes sorties, tu as des auteurs qui viennent te parler, des traducteurs. C'est ça, notamment Liu Cixin, le créateur, l'auteur du Problème à trois corps qui était venu et qui a fait une interview sur mon podcast. On va en parler effectivement de ce Liu Cixin que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais on va essayer de vous faire découvrir. Bref, en science-fiction, voilà, Lloyd est plutôt calé et en face, eh bien, il est aussi quelqu'un d'assez calé en science-fiction, c'est Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour Clément. Romain, journaliste indépendant, toi spécialiste des séries, principalement de la télé, et puis fin connaisseur, je disais, des œuvres de SF, tu aimes ça. Je suis passionné de science-fiction, j'étais déjà venu avec grand plaisir ici pour parler de Doctor Who, et puis j'espère revenir un jour pour parler de Star Trek, sait-on jamais. Et pourquoi pas, j'aime beaucoup Star Trek, même si je n'ai pas vu, je pense, la plupart des séries, j'en ai vu quelques-unes, mais c'est un formidable sujet de débat. En attendant, on va parler donc du Problème à trois corps, c'est notre débat de la semaine. Le Problème à trois corps, c'est donc la série événement de l'année, je le disais, à voir sur Netflix à partir du 21 mars, enfin le 21 mars même, puisque donc c'est sur Netflix, tous les épisodes sortiront d'un seul coup. Alors pourquoi événement ? On va résumer ça en 3 points. Déjà, série de science-fiction très ambitieuse, hein, adaptation de la trilogie de livres, on disait, du chinois Liu Cixin, multi-récompensée, hein, cette trilogie de multiples prix littéraires dans le monde, c'est des séries vendues à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde, on peut le dire. Ensuite, deuxième point, parce que les showrunners de cette série ne nous sont pas inconnus. Ce sont David Benioff et Daniel Weiss, les deux créateurs de la série Game of Thrones, hein, peut-être la série la plus importante des 15 dernières années. Et enfin, parce que le budget total de cette première saison, il est pharaonique, entre 200 et 300 millions de dollars estimés. Pour vous donner une idée, c'est plus que la dernière saison de Game of Thrones, qui était déjà une des séries les plus chères de l'histoire. Voilà de quoi faire monter la hype autour de ce Problème à trois corps. On va tout vous dire pour que vous soyez prêts le jour J. Déjà, Lloyd, Romain, qui veut se coller un petit résumé, un petit pitch du Problème à trois corps pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre ? Allez, je vais commencer et puis Romain reprendra derrière moi. Le Problème à trois corps, le pitch est assez séduisant. Cela raconte une invasion extraterrestre. Voilà, okay. S'il fallait la présenter en une phrase. Un classique de la SF. Un classique de la SF, ça on connaît bien. Le Problème à trois corps débute pendant la révolution culturelle en Chine, où une scientifique martyrisée par le régime de Mao va appeler une espèce évoluée, extraterrestre, qui est à des centaines d'années-lumière de notre planète. Elle va les appeler à l'aide, et cette espèce répond et dit « on va arriver ». Et donc l'humanité a quelques centaines d'années pour se préparer à cette arrivée d'aliens qui vont commencer à perturber la société en essayant d'abattre tous les scientifiques ou en essayant de retarder toute l'avancée technologique des humains. D'accord. C'est un peu ça pour vendre un peu la série et vendre un petit peu le roman. C'est comme ça que je le présenterai, mais peut-être Romain veut préciser des choses. C'est vrai que moi je le présente souvent différemment parce que tout ce que vient de dire Lloyd, c'est presque spoiler, que tout ça on comprend quasiment au milieu du premier roman et donc au milieu de la première saison. En fait, la manière dont tout commence, ça commence quasiment comme un polar scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui meurent de manière très étrange. Certains se suicident, mais là aussi, on se demande s'ils sont vraiment de véritables suicides. Et d'autres scientifiques ont des résultats à leurs expériences qui ne correspondent pas à ce dont ils ont l'habitude. Et donc, ils vont commencer à enquêter. Pourquoi est-ce que leurs collègues meurent ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les résultats attendus ? Et donc, en effet, progressivement, ils vont découvrir la vérité dont Lloyd vient de parler. Mais tout ça, ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'après, la saga, qui s'étend sur 3 romans, va se dérouler sur plusieurs milliers d'années. Sans trop en dire trop, il y a quand même toute une partie de l'intrigue
qui ensuite va se dérouler dans l'espace, mais tout ça, c'est dans les tomes suivants et donc dans les saisons suivantes. Donc pour l'instant, la première saison donc, de la série se passe sur Terre, de Tout à fait. C'est quel genre de SF? Tu parlais de presque un côté polar, mais quand on attaque la partie SF, c'est quoi? Est-ce que c'est de la SF, on va dire, un peu crédible, ancrée dans les technologies d'aujourd'hui, mais un peu avancée? Est-ce que c'est très futuriste? En tout cas, le premier roman et la première saison, c'est ce qu'on peut appeler de la hard SF, c'est-à-dire qu'on part vraiment de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, on ne cherche pas de détour, et c'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en effet, le thème de base de l'invasion extraterrestre, c'est quelque chose qu'on a déjà vu des milliers de fois dans les romans et films, je ne vais pas commencer à parler de l'Independence Day et autres, mais là en fait, l'auteur, Liu Cixin, et donc la série, prend toutes les contraintes scientifiques réelles, non pas comme des contraintes, mais comme des opportunités de développer des choses qu'on n'a jamais vues en littérature ou en série. Typiquement, ce dont vient de parler Lloyd, le fait que quand on communique avec une intelligence extraterrestre qui était située à plusieurs centaines d'années-lumière, il va lui falloir plusieurs siècles pour venir. Dans Independence Day, ils arrivent en 2 minutes en vitesse lumière et bim bam boum, on se catène tout de suite. Là, le fait qu'il y a cette attente de plusieurs siècles et donc cette possibilité de se préparer à cette invasion, c'est ça qui fait tout le sel de cette série et de ces romans. Donc là aussi, on prend un thème classique, mais on y va par des voies détournées qui sont à la fois crédibles et originales. Ce qui est intéressant avec Liu Cixin, c'est que c'est vraiment le grand représentant, avec peut-être Greg Egan, de la hard science fiction, qui est donc la hard SF, qui est le sous-genre le plus difficile de la SF, puisqu'il apporte vraiment des éléments scientifiques. Et justement, le problème à 3 corps, dans la série, il y a de vrais moments scientifiques. Liu Cixin, que j'ai pu interviewer, est amoureux des sciences. Il a un parcours scientifique, il revendique la science, il aime Jules Verne, il aime Arthur C. Clarke, donc l'auteur de 2001 Odyssée de l'espace. Et donc c'est un roman, c'est une saga littéraire qui a une dimension scientifique très marquée et qui des fois peut un peu perturber le lecteur, puisque c'est devenu de plus en plus rare la dimension scientifique dans la science-fiction grand public. Et c'était un des enjeux d'ailleurs de la série, c'était de comment faire avaler des concepts scientifiques aux spectateurs. C'est justement ce que j'allais dire. Est-ce que ça reste quand même quelque chose d'accessible? Est-ce qu'il faut s'accrocher au début? Peut-être on a la coutume de dire qu'il y a certaines séries où parfois les 2, 3, voire 4 premiers épisodes, on a un peu du mal à rentrer dedans. Là, si en plus il y a de la science, est-ce que vous avez envie de dire ça aux gens qui vont regarder? Accrochez-vous là, au début et après ça va partir? Non, c'est peut-être un des aspects un petit peu déceptifs, en tout cas pour moi, de la série, c'est que le côté scientifique, et c'est vraiment la science pour les enfants, quoi. C'est vraiment très, 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 très mainstream à ce niveau-là. De toute façon, je pense que ça aurait été un peu difficile, puisque quand vous lisez la saga, à partir du volume 2-3, on commence à monter en puissance dans le côté hard science, et je crois que ça aurait été trop difficile pour un spectateur lambda de suivre. Donc la série, pour parler à tout le monde, a été obligée un peu de simplifier. C'est un peu une déception, parce que je trouve que quelqu'un comme Christopher Nolan arrive à faire passer de la science désirable grâce à Interstellar ou même Oppenheimer, alors que la série, qui est de très bonne facture, moi que j'ai beaucoup aimé, Le Problème à 3 corps, sur le côté scientifique, j'aurais voulu en voir plus. Tu le disais, Romain, ça commence pas forcément sur l'aspect science-fiction, ça commence en Chine, dans la révolution culturelle, dans un contexte politique presque. Le roman est chinois, l'auteur est chinois. Est-ce que c'est le seul marqueur chinois, j'ai envie de dire, de la série? Parce qu'on imagine quand même que le roman est très chinois, forcément. Peut-être que la série l'est un peu moins. Le roman se déroule quasi intégralement en Chine, même si après, au fur et à mesure des époques qui passent dans les romans, on découvre d'autres régions et d'autres planètes. Mais en effet, le roman est quand même principalement avec des personnages chinois et en Chine. Ce qui n'est pas le cas de la version Netflix, qui garde quand même en effet cette introduction avec la révolution culturelle, qui montre une page très sombre de cette page de l'histoire, ce qui n'était pas le cas de l'adaptation télé chinoise, parce qu'il y a déjà eu une adaptation télé chinoise, alors uniquement du premier roman, qui compte une 20aine d'épisodes au lieu des 8 de la version Netflix, donc ça s'étend beaucoup plus sur les problématiques scientifiques qui sont en effet survolées dans la version Netflix. Mais par contre, dans cette version chinoise, la révolution culturelle n'est quasiment pas évoquée. Là, on ne peut pas trop se permettre de critiquer cet aspect-là de l'histoire officielle chinoise. Donc, finalement, aucune des 2 adaptations télé n'est totalement fidèle au roman. La version Netflix, elle, se passe en Grande-Bretagne. Tous les personnages sont d'anciens collègues de fac, c'est les Oxford Five, ce qui n'était pas le cas dans le roman, puisque les différents personnages ne se connaissent pas. En fait, la série crée des connexion entre tous ces personnages qui apparaissent au fur et à mesure des romans. C'est-à-dire que tous ces personnages-là, si vous lisez le premier roman, on vous dit je les retrouve pas. En fait, certains apparaissent dans le 2, certains apparaissent dans le 3. Donc pour moi, ça c'est la grande réussite de cette version de télé,
j'ai beaucoup plus de réserves en effet sur le côté scientifique, sur le fait que finalement l'aspect scientifique est tellement survolé qu'on les trouve pas si brillants que ça. Il n'y a pas tellement d'enjeux au final, mais tout le côté perso est vraiment très intéressant dans cette Alors, version Netflix. on va se plonger un peu dans la série, l'adaptation. Juste, je voulais qu'on dise un mot, Lloyd, sur Liu Cixin, sur cet auteur, qui n'est pas forcément le plus connu quand on parle de science-fiction. Il a pourtant vendu énormément de livres, notamment en France d'ailleurs. Le Problème à trois corps est un beau succès de librairie. Qui est ce Liu Cixin, qui est une star de la SF? Alors, Liu Cixin, moi je le considère comme un des plus grands auteurs de science-fiction vivants de ces 20 dernières années. C'est sûrement le plus grand. En tout cas, pour moi, je le mets au top de ma liste. Il commence dans les années 90, précisément en 89. Donc, il a un parcours scientifique. Il commence à faire de la science-fiction avec un certain succès au début des années 2000. Et ça va exploser. Il va être vendu comme le premier grand auteur chinois de science-fiction. Ce qui va lui permettre aussi, grâce à la qualité du Problème à trois corps, de remporter le prix Hugo, qui est le prix Goncourt de la SF aux États-Unis. Liu Cixin, c'est quelqu'un qui a écrit de nombreuses nouvelles, qui est aussi un maître novelliste, qui est aussi un grand romancier. C'est marrant parce que quand on lit son œuvre, on retrouve vraiment des thématiques, notamment la force du collectif. Il y a tout un truc dans Liu Cixin où on est souvent avec des personnages qui vont se mettre en collectif pour répondre à des enjeux existentiels, planétaires, de survie. Et c'est souvent, même des fois, un peu effrayant, Liu Cixin, parce qu'il imagine des scénarios très catastrophes et comment la science va réussir à débloquer ce scénario catastrophe. En France, c'est devenu un des auteurs les plus vendus. En effet, il a dépassé les 100 000 exemplaires. Il a été découvert par Manuel Tricoteau, éditeur chez Actes Sud. Et du coup, c'est vrai que pour les amateurs de science-fiction pure et dure, il fait partie des incontournables actuellement. Il a été traduit il a été aux États-Unis, il a connu aussi un certain succès puisqu'il a été traduit en fait du chinois à l'anglais et il fait partie des incontournables de l'ASF. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. C'est quelqu'un de très accessible, qui n'a pas d'ego, qui a une grande connaissance de l'ASF, qui suit ce qui se passe et qui surtout est fan de Jules Verne. Donc ça fait plaisir d'avoir quand même des auteurs étrangers qui citent la science-fiction, en tout cas le grand-père de l'ASF qui est Jules Verne. Non, mais c'est quelqu'un de très important et c'est important de le lire. Et ça, moi, j'ai été très content d'apprendre que Netflix faisait une adaptation. Et moi, je suis partie des gens qui ont plutôt apprécié, qui défendent cette adaptation. Alors justement, on va y venir cette adaptation parce que Liu Cixin, certes, a un rôle, je crois, de coproducteur. Il est lié plus ou moins comme à cette adaptation. Mais bon, c'est Netflix. Netflix a une visée internationale. Forcément, on ne pouvait pas faire une série avec que des personnages chinois, que en chinois. Ça n'aurait pas été suffisamment vendeur. Donc, ils ont pris des libertés. C'est le terme quand on parle de ça. Vous avez donc tous les deux vu cette série de Problème à trois corps qui sort, je le rappelle, le 21 mars sur Netflix. Est-ce que l'ambition promise, parce que c'est quand même une série qui, voilà, comme je disais, avec un budget pharaonique, avec deux créateurs stars, aujourd'hui les créateurs de Game of Thrones, qui ont acquis leur crédibilité, est-ce que l'ambition qu'on nous a promis dans cette adaptation est au rendez-vous ? Tu parlais tout à l'heure du budget de la saison. Moi, j'ai un peu envie de dire rends l'argent. Clairement, on ne voit pas les combien de 230 millions entre 200 et 300 millions selon les entre 200 estimations. et 300 millions dans ces 8 épisodes. Clairement, on ne les voit pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de retard de prod ? La série, au départ, devait sortir, je crois, en décembre, et finalement, elle sort 4 mois plus tard. Est-ce qu'ils ont retourné les scènes, peaufiné les effets spéciaux ? Je ne sais pas. Il y a quelques séquences très belles. Ça, on n'est pas non plus avec 3 personnes qui discutent dans une cafette. On n'est pas non plus dans cet extrême-là. Mais clairement, on n'est pas dans des scènes de démesure comme on a pu connaître dans les dernières saisons de Game of Thrones. On n'a pas non plus des visions délirantes comme on peut en avoir dans les séries de science-fiction récentes comme Fondation, Silo ou For All Mankind. Il y a quand même, comme je le disais, un très gros côté polar. Il y a toute une réalité virtuelle qui est très importante dans cette première saison et dans le roman. D'ailleurs, elle est plus importante dans les romans. Elle a aussi, pour moi, une grande déception dans cette saison, qui donne lieu à quelques visions assez démentes. Mais là aussi, c'est quelques séquences parsemées au fur et à mesure de la saison. Donc, très honnêtement, je ne comprends pas où est passé le pognon. Est-ce que c'était pour sécuriser le deal d'exclusivité de Netflix avec Benioff et Weiss je n'arrive toujours pas Il est peut-être parti dans le salaire de Benioff et Weiss. Parce que c'est surtout les saisons suivantes et les romans suivants qui, eux, seront très épiques et très ambitieux. Et c'est là où peut-être le public qui attend quelque chose d'extraordinaire de ces deux créateurs sera déçu. En fait, c'est un peu comme la première saison de Game of Thrones. La première
première saison de Game of Thrones, on l'a un peu oublié, mais il n'y Oui. a aucune grosse bataille. La seule Oui, oui. grosse bataille qui était prévue, Tyrion se fait taper sur la tête, il tombe dans les pommes et il se réveille, on lui dit tiens, t'as loupé la bataille. Quand on compare ça aux saisons suivantes, c'est un peu petit bras. Donc il y a ce risque-là, et le risque que les gens soient déçus dès les premiers épisodes, n'aillent pas au bout de la saison, et que peut-être Netflix annule les saisons suivantes. En termes de narration, parce que donc on a parlé des effets visuels, etc., de l'ambition visuelle, l'une des forces de Game of Thrones, c'était aussi cette narration haletante qui nous retenait d'épisode en épisode. Là, il y aura moins ça, parce que donc tout va sortir d'un coup. Je veux dire, on va pas avoir ce côté discussion entre amis chaque jour, enfin chaque semaine. Est-ce qu'en termes de narration, malgré tout, c'est tenu la promesse de ce programme à 3 corps? Ouais, je serai un peu moins sévère que mon ami Romain. Pour moi, ce qui est important quand je regarde une série de SF, c'est d'avoir le fameux sense of wonder, donc d'être emporté quelque part. Et moi, ça a totalement marché avec le programme à 3 corps. Il y a vraiment eu des épisodes que je trouve mémorables. J'aime beaucoup le premier épisode qui marche très bien. J'aime beaucoup la fin de la saison qui marche aussi très bien. Ouais. Il y a vraiment eu des moments de SF où je me suis dit waouh, ça a de la gueule, c'est de la SF, ça fait du bien. Ça reste quand même vraiment pour moi au-dessus du panier de ce qui sort. Il faut aussi se rappeler, on a une surproduction des séries TV et notamment de la SF. Je vais pas me plaindre, j'adore ça, mais c'est vrai que ça reste vraiment au-dessus de ce que je vois moi d'habitude. Et je trouve que c'est ambitieux quand même. Et pour venir sur votre question sur la narration, alors je pense qu'ils ont construit ça en sachant que tout allait être diffusé. Ça fait partie du deal de départ. Donc on est quand même bien pris. Il y a dans quelques épisodes à la fin un espèce de petit retournement de situation qui te pousse à aller, un cliffhanger qui te pousse à continuer. Mais moi, je trouve que ça fonctionne et que surtout, ce qui me plaît dans cette série, c'est que on parle à des gens. Il y a une volonté quand même de parler à un spectateur intelligent, quoi. Donc, il y a un peu une ambition, même si la science, et je l'ai regretté au début de l'émission, j'étais un peu frustré parce que j'aurais bien voulu en voir plus. Mais quand même, je trouve qu'on prend les gens au sérieux et que c'est une série qui est tout à fait honnête. Moi, en tout cas, je regarderai la saison 2 avec grand plaisir. Donc, c'est ce qui, je pense, qui est important entre guillemets. Après, peut-être dans les points noirs. Il y a peu d'acteurs qui se dégagent ou d'actrices qui se dégagent vraiment dans cette première saison. Il n'y a pas vraiment d'acteurs connus, déjà on peut le dire. C'est un peu à la Game of Thrones finalement d'acteurs. Il y a des gueules qu'on connaît, et il y a des acteurs qui étaient dans Game of Thrones, justement, des gens comme Jonathan Brandley, comme Jonathan Pryce, des gens comme ça, Liam Cunningham. Ouais. En gros, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que tous les acteurs et les personnages un peu âgés, eux, sortaient du lot, et tous les petits jeunes, les fameux Oxford Five, sont un petit peu transparents. D'accord. Moi, c'est un peu la déception que j'ai eue. Celui qui est absolument génial, c'est Benedict Wong, acteur qu'on connaît dans certains films Marvel, où il joue un peu le sidekick de Doctor Strange, qui là joue un flic britannique. Qui est le meilleur de la série. Pour moi, le meilleur acteur de la série. Qui était déjà l'un des personnages absolument phares des romans, qui est un peu un flic désabusé. Lui-même, Benedict Wong, est véritablement britannique. Donc, il était très content pour une fois de jouer avec son propre accent. Il a dit ça pas mal en interview. Et il est absolument génial dans ce type un peu cynique, mais qui va remettre tous ces petits jeunes dans le droit chemin. C'est un peu lui qui insuffle de l'humanité, justement, à la fois dans les romans et dans cette série. Et voilà, c'est un peu le MVP de cette saison. Mais il y a vraiment des... Enfin, c'est là où on voit que c'est un grand roman quand même. Le problème à 3 corps, c'est qu'il y a vraiment de super concepts dans cette série qu'ils ont gardé, des super concepts de Liu Cixin. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que je pense que ça va vraiment surprendre les gens. Les gens vont se dire, waouh, il y a du concept. Il y a du concept SF. Alors évidemment, si on va aller plus loin, il faudra lire les romans. Mais par contre, la série a gardé ce truc-là où on se dit, ah ouais, quand même... c'est ambitieux. Et on sent l'ambition derrière. Après, c'est sûr que... je pense qu'on s'attendait à plus de money shot, entre guillemets, avec Romain. Voilà, je pense qu'on s'attendait à des batailles dantesques comme on a eu aussi avec Game of Thrones. Je pense qu'on est aussi habitué à ce qu'ils ont fait sur Game of Thrones, qui était exceptionnel. Peut-être qu'on est arrivé au bout d'une surenchère aussi, qu'on ne peut pas toujours faire toujours plus, toujours mieux, peut-être. On verra avec s'ils arrivent à adapter le livre 2 et le livre 3. Peut-être prendre c'est le gros écueil. Est-ce que le public qui ne sait pas à quoi s'attendre, qui n'a pas lu les bouquins, aura cette patience d'aller au bout et de se dire, j'espère voir la saison 2 qui arrivera pas avant au moins 2-3 ans. Oui. Vu les délais de prod qu'ils ont maintenant et vu l'ambition de l'histoire, pour moi, c'est la grande crainte que j'ai, c'est qu'on n'ait jamais cette suite qui va de mieux en mieux dans cette saga. Je voulais terminer en élargissant un peu ce débat à la science-fiction en général sur les écrans, qui vit quand même une période assez faste, on peut le dire. On parlait tout à l'heure de Dune 2, donc qui vient de sortir sur grand écran au cinéma et qui cartonne avec des critiques plus que positives. Il y aura potentiellement une série Dune qui devrait arriver sur HBO. Il y a eu la série Fondation, qui en est à sa 2e saison sur Apple TV. Pareil, elle a une série visuellement très ambitieuse, très belle, alors qui a pris des libertés avec les romans d'Asimov aussi, mais qui en tout cas a connu un certain succès. Il y a eu Silo, on en parlait aussi sur Apple TV+.
tout ça, voilà, c'est cet âge d'or. Est-ce qu'on est arrivé peut-être, ça y est, les effets visuels aujourd'hui nous permettent de faire ce que les romans nous ont raconté pendant 50 ans, ces dernières années? Je pense donc on assiste réellement à un âge d'or de la science-fiction via l'audiovisuel et via le cinéma. C'est vraiment l'image qui prend le dessus comparé au livre. On vend plus autant qu'on ne vendait avant de romans de science-fiction. Là, par contre, la SF se déploie vraiment aussi à travers les jeux vidéo, à travers la BD. Donc, c'est la culture de l'image qui prend le dessus. Et à ce niveau-là, c'est fascinant et ça fait vraiment plaisir, puisque pour les fans de science-fiction comme Romain et moi, on est très heureux de pouvoir voir ça. Alors, ce qui me fait doucement rire, c'est que on adapte des classiques. On adapte, on revient en fait finalement vers l'âge d'or de la SF, entre guillemets, ou la New Wave SF. Donc, ça veut dire que qu'on adapte Fondation, quand Denis Villeneuve après Dune va sûrement faire Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke. Enfin, il y a une espèce aussi de revival de la SF de l'âge d'or. Et ça, c'est assez amusant. Mais je pense que le monde devient de plus en plus science-fictif. Il suffit de... On se rappelle de la période Covid. Je pense que c'était digne d'un roman de science-fiction. Il y avait des allures de science-fiction dans la rue par moment. On était beaucoup à se dire, mais c'est pas possible de vivre ça. Et c'était le cas. Et puis... la technologie quand même a fait des bonds incroyables ces 20 dernières années et c'est vrai qu'on est dans une ambiance quoi. Donc là, en plus le retour vers la course vers Mars avec notre ami Elon Musk et compagnie participe aussi à une espèce d'engouement. Il y a quelque chose qui se passe autour de la SF. Donc on n'a jamais été autant invité Romain et moi à parler de science-fiction sur les médias. On voit qu'il y a un basculement. Romain, le fan de SF que tu es, et il est ravi de cette période. J'en suis ravi, même si évidemment dans toute cette surproduction, il y a forcément du déchet, mais je pense que tout ça n'est pas dû uniquement à la technologie des effets spéciaux, parce qu'on a toujours eu de la science-fiction à la télé, au cinéma, même avec des effets spéciaux balbutiants. Je pense que aussi beaucoup la recherche de marques. Toutes ces plateformes qui sont en concurrence, elles ont besoin de marques connues. Disney investit à fond dans Star Wars et Marvel, Paramount Plus a relancé la franchise Star Trek, Doctor Who revient, et voilà, toutes ces marques, tous ces romans, même si les gens n'ont pas lu les romans, ça leur dit quelque chose. Les noms d'Asimov, Arthur C. Clarke, c'est des noms un peu familiers. Donc le fait que Apple fasse Fondation en disant c'est un peu les romans qui sont à l'origine de Dune et de Star Wars, tout de suite ça parle, ça attire l'intérêt, et toutes ces plateformes-là ont besoin de ça. Elles ont besoin de ces marques, et c'est la SF qui a les marques les plus puissantes. Il ne nous reste plus qu'à découvrir cette nouvelle marque de SF qui nous arrive donc sur Netflix. Le problème à 3 corps, sorti le 21 mars sur Netflix, la série événement de l'année. On va voir si elle tient toutes ses promesses. Mais pour ceux, parce qu'il y en a quand même qui n'aiment pas la science-fiction, et oui, ils existent. Où sont-ils donc ? Il faut tenir compte de ces personnes-là. Pas de panique, on est là pour vous. On a d'autres séries à vous recommander. C'est nos séries de la semaine. 2 séries donc cette semaine, une qui est pas loin de parler de science-fiction quand même, c'est celle de Lloyd, puisque c'est la série documentaire de Netflix, Raël, le prophète des extraterrestres. C'est une série documentaire qui est réalisée par Antoine Baldassari et Alexandre Ify. J'ai eu le plaisir d'interviewer Antoine Baldassari dans mon podcast pour qu'il raconte un peu les coulisses de création. Et donc ça retrace l'aventure de Raël, le prophète. Donc Raël qui est gourou d'une secte, considéré un mouvement religieux considéré comme une secte en France, documentaire passionnant qui retrace avec beaucoup d'archives tout ce qui s'est passé en 40 ans. Ça commence dans les années 70, et ça continue dès maintenant, puisque Raël est maintenant au Japon. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à avoir Raël dans le documentaire, donc ça fait partie un peu de la surprise du documentaire. Et surtout, c'est très drôle parce que on retrace aussi avec cette série une vision du monde, quoi. C'est vrai que dans les années 70, c'est une époque où les gens avaient l'impression de voir des objets volants non identifiés en permanence. Il y avait une appétence pour ça, il y avait une appétence pour l'espace, et c'est fascinant de voir que quelqu'un, Claude Vérillon, arrive à créer un mouvement autour de Raël. Le documentaire laisse la parole à tout le monde. Donc on entend des gens qui sont encore qui font encore partie du culte raélien, et le documentaire montre évidemment les dérives sectaires, puisqu'il y a eu des procès en France, puisqu'il y a eu des séquences hallucinantes à la télévision, puisque quand même il y a eu des scandales des scandales sexuels, de pédophilie liés aussi à cette secte. Et puis on parle aussi du clonage, puisque il faut pas, on a tendance à l'oublier, mais quand même Raël a été invité au Congrès américain pour parler du clonage, puisqu'ils ont fait un espèce d'hoax où ils ont prétendu qu'ils avaient cloné un enfant. Toute la presse américaine s'était jetée sur cette annonce, et en fait on se rend bien compte, et on l'apprend grâce au documentaire, que tout ça n'était
que du mensonge. Donc c'est fascinant, c'est très bien fait, ça se voit un peu comme un polar, et Antoine Baldassari, le producteur et aussi réalisateur de ce documentaire, est hyper intéressant. Donc non, c'est pour moi une des belles surprises de ce début d'année. Et bah donc à voir, donc c'est sur Netflix, Raël, Ouais, le c'est ça. prophète des extraterrestres, c'est en 4 épisodes, il me semble, Voilà, la série docu, donc 4 en plus, épisodes. c'est assez court, et c'est effectivement très bien fait. On va revenir sur Terre, et plus précisément sur le terrain footballistico-politique, on va dire. Avec toi, donc ta série Romain, tu nous recommandes la nouvelle création Canal+, série originale, qui s'appelle La Fièvre. La Fièvre, c'est la nouvelle création de Rick Benzekri, qui avait déjà fait pour Canal l'excellente Baron Noir, qui est pour moi l'une des meilleures séries de Canal+, voire la meilleure. Donc Baron Noir qui était sur le terrain politique. Et là, avec La Fièvre, on reste sur le terrain politique, mais pas que. Alors, c'est pas de la prospective scientifique comme le Problème à trois corps, c'est de la prospective sociale ou politique. Tout démarre avec un scandale, avec un footballeur qui met un coup de boule à son entraîneur, et tout en l'injuriant. Et derrière, déchaînement sur les réseaux sociaux. On parle de racisme anti-blanc avec évidemment tous les sous-entendus très nauséabonds que ça inclut. Et une équipe de communicants de crise va venir au secours de ce club de foot. D'accord. Et à partir de là, on va voir en fait tout le développement des crises qu'on vit actuellement en L'emballement France. médiatique, L'emballement médiaque, la radicalité des opinions, puisque à ça se mêle une influenceuse d'extrême droite qui est jouée par Anna Girardot. On pourra projeter sur ce personnage-là plein de gens qu'on connaît actuellement. Toute ressemblance avec la réalité n'est pas fortuite. Exactement, et c'est en ça que Benzekri, déjà sur Baron Noir, était absolument brillant, et là encore, c'est qu'il ne fait que tirer quelques fils de ce qu'on vit aujourd'hui, mais les analyse avec une pertinence qui est absolument dingue, tout ça dans une intrigue qui va 100 à l'heure, et dans laquelle on comprend tout, on nous explique plein de concepts politiques et médiatiques, mais tout ça avec une facilité déconcertante, et toutes les 5 minutes on se dit bon sang, mais c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. C'est du Black Mirror politique, quasiment. Et je trouve ça brillant de bout en bout, du premier au dernier épisode, brillant mais effrayant. Parce qu'en effet, le fait de se rendre compte que c'est ce qu'on vit et ce qu'on va peut-être vivre dans les prochaines élections qui arrivent, tout ça est un peu flippant, plus flippant qu'un film d'horreur ou qu'une invasion extraterrestre. Mais voilà, c'est vraiment une très très grosse recommandation. D'autant plus que, nous en tant que journaliste, on a pu la voir cette saison, sauf la dernière scène. Ah, C'est assez rare. La dernière scène se termine avec un carton. Cette dernière scène sera dévoilée lors de la diffusion. Et en discutant avec des confrères et des consoeurs, moi j'avais aucune idée de ce que ça pourrait être, on s'est mis à avoir une hypothèse. Et d'accord. si cette hypothèse se vérifie, ça peut être absolument génial. Ah, ça fait monter la sauce en tout cas. Exactement. Donc La Fièvre, c'est à voir sur Canal+ à partir du 18 mars. 6 épisodes, il me semble. Juste 6 épisodes, malheureusement. Ouais. Et une scène à découvrir à la fin. Voilà, que même donc moi, je n'ai pas personne n'a vu, sauf chez Canal+, des gens très bien informés. Et ben écoutez, on va aller voir ça. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux pour ce passionnant débat sur Merci le problème à Clément. trois corps. Avec grand On va plaisir. le suivre sur Netflix et donc vos 2 recos séries. Merci Lloyd, merci Romain d'avoir été avec moi. Vous pouvez évidemment, si vous avez aimé cette émission ou si vous en avez raté une partie, la revoir en replay sur le site de Tech & Co, en podcast sur YouTube évidemment et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez l'habitude maintenant. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.